Bonjour, je me présente. Lydia Jaran, présidente de l'association On a toute une voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la première émission à droit égal proposée par notre association. Cette émission est née d'une conviction simple. L'accès aux connaissances juridiques doit être ouvert à toutes et tous. Le droit façonne notre vie, influence nos relations et peut directement avoir un impact sur l'égalité entre hommes et femmes. Ici, nous aborderons des sujets du quotidien, mais aussi des thématiques plus complexes, des liées à l'actualité, ou même des thématiques invisibles auxquelles on ne pense pas spontanément. Car connaître la loi, c'est se donner les moyens d'agir, de comprendre et de défendre des libertés égales pour toutes et tous. Pour cette première émission, nous avons choisi un sujet à la croisée des chemins. Un thème récemment abordé sur la scène médiatique, mais probablement très ancré dans notre quotidien et nos représentations, souvent sans qu'on en mesure la portée. Saviez-vous qu'en France, jusqu'à une période très récente, le refus de relations sexuelles dans un couple pouvait être sanctionné, une réalité juridique méconnue. Qui fait écho à une donnée frappante. En 2024, près d'une femme sur deux avait consenti à avoir des rapports sexuels, soit pour éviter des tensions, soit par sentiment d'obligation. Pendant des décennies, le Code civil a ainsi porté l'ombre du devoir conjugal. Pourquoi? Comment cela est-il possible? Et surtout, où en est-on aujourd'hui? Dans un droit légal, nous levons le voile sur cette question sensible de l'intimité. Contrainte. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Jäger, avocate au barreau de Strasbourg, qui nous apportera un éclairage juridique clair et sans détour. Un grand merci d'avoir travaillé sur ce projet d'émission avec nous. Et puis, on se lance. Merci à vous de m'avoir invité pour cette belle émission. Alors, on démarre un petit peu pour comprendre un petit peu déjà ce que c'est le devoir conjugal. Quand on a préparé cette émission, et surtout le choix des thématiques, parce qu'on a un petit peu brainstormé, le premier qui est venu et sur lequel tu m'as interpellé, c'est celui du devoir conjugal. C'est celui-là qui t'a le plus motivé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que d'abord, c'est un vaste sujet et tu l'as dit, d'actualité récente avec une évolution qui est très importante pour tous et toutes sur qu'est-ce que le devoir conjugal et peut-il être encore sanctionné aujourd'hui. Ok. Et est-ce que, justement, pour qu'on comprenne un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer avec des mots simples ce qu'est le devoir conjugal et nous situer cette notion dans le temps? Et les origines aussi. Le devoir conjugal, c'est, pour faire simple, une obligation sexuelle. C'est le devoir d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec laquelle on est marié. C'est une notion très ancienne qui a d'abord eu un sens par rapport au mariage, puisque le mariage est destiné à procréer. Qui dit procréation dit évidemment relations sexuelles. Donc il n'était pas compréhensible de ne pas avoir de relations sexuelles à partir du moment où on était marié. Lorsque Napoléon a fait son code civil en 1804, il n'a pas prévu ce devoir conjugal. C'est simplement une notion qui a été créée de pure forme, par la morale et par le droit canonique ancien qui estimait effectivement que les époux devaient avoir des relations sexuelles. Donc ça a des origines très religieuses. Exactement. À la base, c'est le but du mariage qui est la procréation. Dans le code civil, il n'y a pas cette notion, mais il y a la notion d'obligation entre époux, et notamment l'obligation de fidélité et l'obligation de communauté de vie. Et de là, les juges se sont emparés de ces notions pour se dire, qui dit communauté de vie, dit finalement communauté de lit, c'est-à-dire que, à partir du moment où on met sa vie en commun,
on met tout en commun, y compris sa liberté sexuelle. Ok. Maintenant, il y a beaucoup de termes juridiques autour de cette question du devoir conjugal. Est-ce que tu peux les expliciter? Tu en as explicité une partie, communauté de vie, communauté de lit, mariage blanc, mariage gris, quand j'ai fait mes recherches. Et tout ça, c'est un peu nébuleux pour moi. Alors, donc, communauté de vie et communauté de lit, effectivement, on en a parlé. Tu parles de mariage blanc. Alors, le mariage blanc, c'est deux personnes qui ont la même intention de se marier pour des mauvaises raisons. Enfin, qui essayent de contourner ce qu'est véritablement le mariage. Le mariage gris, il n'y a qu'une seule personne qui veut contourner ce qu'est le mariage et l'autre ne le sait pas. Donc c'est un peu, si tu veux, une escroquerie au mariage. Grosso modo, mariage blanc. Les deux sont ok pour être deux escrocs du mariage. Exactement. Et mariage gris, il y en a un qui est lésé. Exactement. Il y a un des deux qui est lésé. Ok. Et du coup, est-ce que dans ces notions-là, la notion du devoir conjugal peut être est souvent... Parce que quand je faisais mes recherches, je me retrouvais avec ces notions-là. Est-ce que c'est parce que c'est des choses qu'on retrouve dans la notion du devoir conjugal, qui sont invoquées? En tout cas, le devoir conjugal était invoqué, notamment peut-être pour le mariage gris. Voilà, exactement. Le mariage blanc, ça n'a pas d'utilité, mais dans le mariage gris, celui qui est lésé va évidemment vouloir avoir des relations sexuelles telles qu'il conçoit le mariage, et l'autre personne va se refuser, puisque c'est pas le but avancé pour lui de se marier. Ok, très bien. Donc, dans mes recherches, j'ai vu qu'en 2011, il y a une jurisprudence qui condamnait un homme pour faute grave. Alors, si je dis pas de bêtises, il a été condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts pour refus prolongé de relations sexuelles. De plus, des décisions comme l'arrêt civil du 1er février et celui de la Cour d'appel de Versailles ont confirmé par un rejet de pourvoi le 17 septembre 2020. Du coup, moi, la question qui m'est venue quand j'ai vu ce cas, c'est est-ce que c'est vraiment une jurisprudence ou avant cela, ça pouvait concerner que des femmes et c'était moins captivant juridiquement et socialement. Et que là, c'est devenu une jurisprudence parce que c'était un homme qui était concerné. Non, alors je crois pas qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Alors, effectivement, ce sont des illustrations marquantes parce qu'elles touchent un homme et que dans le commun des mortels, on pense que ça ne touche que les femmes. Parce que cette sanction, tu parlais de dommages et intérêts, je crois que c'est important de comprendre que le devoir conjugal est une invention des juges. Une invention des juges pour sanctionner dans le cadre d'un divorce. D'accord ? On ne parle pas de sanctions, de contraventions ou autre. C'est-à-dire que dans le cadre d'un divorce pour faute, on va pouvoir reprocher à l'un des époux qui a refusé des relations sexuelles de manière prolongée, on va lui reprocher une faute qui sera sanctionnée par le divorce pour faute, qui peut entraîner pour l'autre aussi des dommages et intérêts. Donc là, tu parles d'hommes, mais il y a des femmes. Alors la problématique, c'est que le droit de la famille est un droit privé qui relève de la sphère privée, et donc il y a très peu de jugements ou d'arrêts de la Cour de cassation qui vont expliciter le pourquoi du divorce pour faute. Donc on a très peu d'exemples en vérité sur le fait que le divorce pour faute ait été prononcé pour manquement de relations sexuelles. Ok. Mais du coup, moi ce qui m'interroge, après j'ai peut-être lâché prise sur ce cas, mais ce qui m'interroge, c'est que je me dis que la jurisprudence est arrivée en 2011. Et je me dis, mais avant ça, je pense pas que c'était le premier
à être, comment dire, je pense qu'avant ça, il y avait des femmes qui étaient dans cette posture-là et qui ont vécu et ont été condamnées. Mais du coup, on n'en parle pas, ça n'a pas été aussi marquant. Moi, c'est ça qui me questionne. Pourquoi ça a été marquant pas pour lui et pas pour cette dame? Parce que ça me paraîtrait vraiment étrange que ce soit la première, que ce soit le premier condamné. Alors je pense pas que ce soit le premier condamné, mais comme tu le dis, ça concernait essentiellement des femmes et que là on en parle parce que ça concerne un homme et que c'est pas courant en fait du côté d'un homme. Donc du coup c'est quand même le côté exceptionnel du fait que ce soit un homme et que ça casse les idées reçues. Exactement. Ok. Et voilà. Et du coup, et la notion de consentement dans tout ça. Dans toute cette notion de devoir conjugal, et tu dis c'est une invention des juges, mais la notion de consentement, à un moment donné, on ne l'applique pas au sein du mariage? Alors, justement, à propos du consentement, on a une grande distinction entre le droit de la famille et le droit pénal. Le droit de la famille a pris énormément de retard puisque très ancré sur le fait que le mariage, c'est la famille, les enfants, la procréation. Le droit pénal, beaucoup plus axé sur le consentement puisque une infraction n'existe que si on n'a pas été d'accord à un moment ou à un autre. Et du coup, le droit civil, comme je te le dis, a pris du retard sur le droit pénal puisque en droit pénal, on a tout de suite pris en compte, mais dans les années 90, le consentement en disant le viol entre époux existe. Et ensuite, on en a fait d'ailleurs du mariage une circonstance aggravante du viol. Donc le droit pénal, lui, s'est immiscé tout de suite dans la vie privée. Le droit de la famille, lui, est beaucoup plus éloigné de cette immersion et a considéré qu'à partir du moment où il y avait un mariage, eh bien, il y avait une espèce de consentement permanent, perpétuel. Quand on a dit oui, on dit oui à tout. Et ce n'est que par la suite, par une intervention très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, que les choses ont changé. Justement, j'allais y venir. Il y a eu une affaire en 2019 qui a mobilisé la CEDH et qui ont fait bouger les choses en fin 2026. Pourquoi? Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le décalage temporel entre ce jugement qui a condamné cette femme en 2019 et la saisie de la CEDH qui a bougé les choses ont été en 2025 et en 2026, le droit national a commencé à bouger. Mais il y a quand même 7 ans qui se sont passés entre deux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le processus a été si long? Alors le processus est long, d'abord parce que la justice est lente, c'est une évidence, mais surtout parce que c'est une dame qui a saisi les tribunaux. Il y a eu un premier jugement de divorce qui a refusé le divorce pour faute de madame contre monsieur et de monsieur contre madame. Madame a fait appel de la décision, donc ça s'est retrouvé en cour d'appel en 2019 et la cour d'appel a dit eh bien oui madame, vous ne prouvez pas que vous aviez des raisons légitimes de ne pas avoir de relations sexuelles avec votre mari. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une plainte pour violence contre votre mari, vous dites bien il est violent avec moi, je ne fais plus l'amour avec lui. Et la cour d'appel, qui est une cour d'appel de Versailles, a décrété que oui, monsieur pouvait avoir son divorce pour faute contre madame. Alors madame, elle n'en est pas restée là, elle a saisi la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France. Et la Cour de cassation a botté en touche en disant non, ce pourvoi n'est pas valable parce que finalement, cette conception de devoir conjugal et de faute, en divorce pour faute, est laissée à l'appréciation des juges.
Dès lors qu'elle avait usé de toutes les juridictions françaises, elle s'est tournée vers la juridiction européenne qui est la Cour européenne des droits de l'homme, que on peut saisir lorsque on se dit que le droit français n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont adhéré à cette Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit un certain nombre de droits, comme le droit à la vie privée par exemple. Et du coup, cette dame a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant le droit français n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, puisque elle n'est pas conforme à la vie privée, à la liberté sexuelle. Et en fait, ce délai est long, puisqu'on arrive en 2022 à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, et ce n'est qu'en 2025 que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu cet arrêt. Mais du coup, en réalité, tu m'expliques le process, il est long parce que tu dois passer toutes les étapes, il faut avoir l'endurance et les moyens de le faire. Exactement. Soit il faut le faire par le biais de l'aide de l'État qui est l'aide juridictionnelle, soit effectivement il faut avoir des fonds pour payer tous les frais de justice, y compris les frais d'avocat. Et qui sont conséquents vu qu'on passe de différentes juridictions, si j'ai l'impression, si j'ai bien compris ce que tu nous expliques là. Et du coup, cet événement, cet arrêté de la CEDH a impulsé la rédaction d'une nouvelle loi en 2026 et l'adoption, si je dis pas de bêtises, c'était début de cette année. Alors en fait, il y a eu une proposition de loi en 2026 pour modifier ces articles du Code civil qui prévoient cette communauté de vie et pour préciser que le divorce pour faute ne peut pas être prononcé dans le cadre de non-relations sexuelles. La proposition de loi elle a été votée par le Sénat le 9 avril 2026 et là elle est retournée en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale qui devra voter cette loi. Donc elle n'est pas encore actée. Elle n'est pas encore actée. Ok. Et admettons espérons que cette loi passe et qu'elle se mette à niveau avec le droit pénal, si je ne me trompe pas sur les termes. Si cette loi passe, est-ce qu'il y a une rétroaction possible pour ceux qui ont été condamnés pour le jugement, qui ont été condamnés ceux qui ont eu pour un divorce pour faute? Non, la loi n'est pas rétroactive sur ce biais-là, parce que on touche là à l'état civil des personnes. C'est-à-dire que si on devait remettre en cause tous les jugements, ça veut dire que les gens ne seraient plus divorcés. Donc ça veut dire qu'ils auraient été mariés, s'ils se sont remariés, imaginons la difficulté, donc ce ne sera pas possible de toute façon. D'accord. Donc merci pour cette contextualisation. Maintenant dans la pratique, autour de cette thématique, est-ce que tu as des exemples frappants, marquants de défis à partager dans ton quotidien d'avocate? Alors en fait, à notre niveau d'avocat, on reçoit beaucoup de clients ou de clientes qui ont envie de parler, qui ont envie de nous dire le pourquoi de leur décision de divorcer. Alors que on leur dit qu'on n'en a pas forcément besoin parce que à partir du moment où les deux époux sont d'accord pour divorcer, on va privilégier les solutions simples et rapides. Mais certains ou certaines veulent nous dire moi je veux divorcer parce que alors il y a beaucoup le devoir de fidélité qu'il va falloir à mon sens également réformer pour être en adéquation et de la société et de la législation à venir. Mais nous disent moi non, je veux plus. Je cohabite avec lui, je veux que mon mariage cesse, par exemple. Ou bien on fait chambre séparée, ou bien je fais semblant pour lui faire plaisir. Donc ça existe. Et ça c'est encore dans ton quotidien. Tout à fait. Et du coup, est-ce que dans ta pratique, parce que les statistiques montrent que c'est les femmes qui sont plus touchées par ce sentiment d'obligation, qui n'est pas des hommes, mais
les statistiques sont là, et puis ça s'inscrit aussi dans l'imaginaire collectif. Et du coup, pourquoi selon toi ça s'inscrit, et pourquoi justement les femmes l'ont inscrit comme un devoir plus que les hommes, cette obligation? Parce qu'en fait, ça s'inscrit dans l'imaginaire collectif que la femme, c'est elle qui enfante, donc c'est elle qui doit être ouverte à tout. Et de penser qu'on se marie pour faire des enfants, c'est encore très ancré dans l'imaginaire collectif. Après, je ne sais pas comment changer ces mentalités. On a déjà changé la mentalité des juges, on arrivera peut-être à changer la mentalité du reste du monde. Mais c'est très ancré parce qu'on imagine aussi que la femme est plus faible que l'homme et que l'homme peut obliger une femme à avoir des relations. Et du coup, toi, la dernière question que je te poserai, c'est en termes de conseils, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un homme et à une femme qui se sent prisonnière de ce sentiment de devoir? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et à un homme qui pense que c'est un dû? Une femme, je lui dirais que rien ne vaut la liberté, et la liberté de choisir, et qu'il n'y a absolument pas d'obligation sexuelle, et que le désir et la volonté d'avoir des relations sexuelles, ça ne s'oblige pas. Voilà, c'est la liberté totale. Pour un homme, j'essaierai de lui faire comprendre et d'inverser les rôles. De lui dire, imaginez-vous être une femme et ne pas avoir envie d'avoir une relation sexuelle avec vous, et de lui expliquer que la toute-puissance, y compris dans les relations sexuelles, n'a absolument aucune légitimité. Un tout grand merci, on va s'arrêter là sur ces précieux conseils. Un tout grand merci à toi pour ton temps, ton énergie. Un tout grand merci aussi aux personnes de l'ombre qui nous ont aidés à monter ce dossier, cette première émission, cette réflexion, cette mise en œuvre. Donc un grand merci à Lula, aux autres bénévoles, parce que ça se fait pas tout seul. Donc, et puis à la prochaine émission qui devrait être quelque part diffusée au mois de septembre. À très bientôt.